Ta sœur est la seule véritable fierté de cette famille, ont annoncé mes parents à toute la salle. Ma sœur a eu un sourire suffisant. J'ai refusé de pleurer. Au lieu de cela, j'ai coupé les ponts. Quelques jours plus tard, leurs vies se sont complètement effondrées. J'ai 35 ans, et depuis exactement 35 ans, je vis ma vie comme un fantôme dans ma propre famille. Je m'appelle Clara et je suis analyste financière senior. Je vis dans un appartement calme et bien organisé du centre-ville de Chicago. Si vous regardiez ma vie de l'extérieur, vous verriez une femme qui a réussi. Vous verriez quelqu'un qui gère des portefeuilles de plusieurs millions de dollars, quelqu'un qui porte des tailleurs sur mesure, quelqu'un dont la vie est entièrement maîtrisée. Mais si vous retiriez tout cela et me mettiez dans une pièce avec mes parents, Richard et Margaret, je redeviendrais instantanément la seconde fille invisible et non désirée. Dans notre famille, il y avait une hiérarchie d'affection tacite et très claire. Et tout en haut de cette pyramide se trouvait ma sœur aînée, Vanessa. Vanessa a 37 ans, elle est bruyante, exigeante et convaincue que le soleil se lève et se couche uniquement pour son bénéfice. En grandissant, notre maison était un sanctuaire entièrement dédié à son existence. Chaque photographie sur le manteau de la cheminée, chaque réussite encadrée au mur, chaque histoire répétée lors des réunions de famille tournait entièrement autour de Vanessa. Mes parents ne se contentaient pas de l'aimer. Ils la vénéraient. Ils buvaient chacune de ses paroles comme si elle était un prophète dispensant la sagesse plutôt qu'une adolescente arrogante se plaignant de son vernis à ongles. Et puis il y avait moi, la pièce de rechange, l'enfant de secours, l'ombre. J'ai appris très tôt que prendre de la place dans la vie de mes parents était un inconvénient pour eux. Si je parlais trop fort, Margaret soupirait et me disait que je lui donnais mal à la tête. Si je demandais de l'aide à Richard pour mes devoirs, il me chassait d'un geste de la main, disant qu'il était trop occupé à écouter Vanessa s'entraîner à chanter complètement faux dans le salon. J'étais l'enfant que l'on devait voir mais pas entendre, et finalement, on ne s'attendait même plus à me voir. J'ai développé un mécanisme d'adaptation psychologique qui m'est resté jusqu'à l'âge adulte. Je me suis convaincu que l'amour n'était pas quelque chose auquel j'avais droit simplement en naissant. Je croyais que l'amour était une transaction. Je pensais que si je pouvais me rendre suffisamment utile, si je pouvais résoudre leurs problèmes, nettoyer leurs dégâts et être la fille parfaite qui ne demande rien, ils me regarderaient enfin. Je pensais qu'ils se réveilleraient un jour, se tourneraient vers moi et réaliseraient ma valeur. Je suis devenue la réparatrice invisible. J'anticipais leurs besoins avant même qu'ils ne les expriment. Je restais silencieuse. Je restais à l'écart de Vanessa, et je consacrais toute mon énergie à être celle sur qui on pouvait compter. Mais, comme je l'apprendrai finalement de la manière la plus humiliante possible, on ne peut pas acheter l'amour de personnes qui sont fondamentalement déterminées à ne pas vous le donner. On ne fait que mettre sa propre âme en faillite dans le processus. Le schéma de mon invisibilité n'était pas subtil. Il était flagrant, tranchant, et a laissé de profondes cicatrices psychologiques que j'ai passé des années à essayer d'ignorer. Je me souviens encore très bien d'un mardi après-midi pluvieux quand j'avais 14 ans. C'était le jour du championnat de mathématiques de l'État. J'avais étudié pendant des mois, veillant tard dans ma petite chambre, entouré de fiches et de tests d'entraînement. Les mathématiques étaient mon sanctuaire. Les chiffres avaient un sens. Les chiffres étaient logiques. Les chiffres ne faisaient jamais de favoritisme et ne vous mentaient jamais. Quand les juges ont annoncé que j'avais remporté la première place, mon cœur s'est gonflé d'une sorte de fierté innocente qui me donne envie de pleurer quand j'y repense maintenant. Je tenais un lourd trophée doré, fixant les doubles portes de l'auditorium de l'école, attendant que Richard et Margaret entrent. Ils ne sont jamais venus. Je suis resté dans le hall de l'école pendant 2 heures alors que le bâtiment se vidait. Le concierge a dû me laisser utiliser le téléphone du bureau pour appeler à la maison. Quand ma mère a finalement répondu, il y avait des acclamations et de la musique en fond sonore. Elle avait l'air agacée que le téléphone sonne. Je lui ai dit que la compétition était terminée et j'ai demandé où ils étaient. Margaret a eu le souffle coupé, non pas d'horreur, mais d'un léger désagrément dédaigneux. Elle a dit qu'ils avaient complètement oublié. Ils étaient dans une pizzeria locale pour célébrer Vanessa. Vanessa avait rejoint un club de débat pendant exactement 3 semaines, assisté à un procès fictif où elle avait à peine parlé, et reçu un certificat de participation en plastique bon marché. Mais pour mes parents, ce bout de papier valait une grande célébration. Ma mère m'a dit de prendre le bus pour rentrer et à raccrocher. Je me souviens être assise sur le siège humide du bus de la ville, serrant mon lourd trophée en or, la pluie striant les vitres.
Je n'ai pas pleuré. Pleurer aurait signifié admettre que ça faisait mal, et j'avais déjà construit une forteresse autour de mes émotions. Quand j'ai finalement franchi la porte d'entrée de notre maison, trempé et épuisé, ils n'ont même pas demandé à voir mon trophée. Ils étaient trop occupés à aider Vanessa à couper un gâteau de célébration. Je suis allé tranquillement dans ma chambre, j'ai mis le trophée au fond de mon placard et j'ai fermé la porte. Ce fut le moment décisif de ma vie. Ce fut la seconde exacte où je me suis installé dans une vie de silence absolu. Cela a créé un précédent pour tout ce qui a suivi. Vanessa a appris qu'elle pouvait faire le strict minimum ou absolument rien du tout et être récompensée par une parade. J'ai appris que je pouvais conquérir le monde et qu'on me dirait quand même de prendre le bus pour rentrer sous la pluie. En vieillissant, cette dynamique n'a fait que s'amplifier. L'arrogance de Vanessa s'est transformée en un sentiment monstrueux de droit acquis. Elle arborait un sourire suffisant, une provocation silencieuse et constante indiquant qu'elle était l'élue et que j'étais juste le malheureux second choix. J'ai enfoui mon ressentiment profondément, me disant que cela n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. Mais la vérité, c'est que je me vidais de mon sang intérieurement, désespéré d'obtenir une seule goutte de l'affection qu'il déversait sur ma sœur comme une cascade. Au moment où nous avons atteint la trentaine, le contraste dans nos vies était presque comique mais tragique. J'avais gravi les échelons de l'entreprise discrètement mais agressivement. J'étais respecté dans mon domaine, gagnant un salaire substantiel à 6 chiffres et gérant des restructurations financières complexes pour de grandes entreprises. Mais je gardais mon succès caché. Chaque fois que j'essayais de partager une promotion ou une prime avec mes parents, ils bâillaient, disaient que la vie d'entreprise semblait terriblement ennuyeuse, et changeaient rapidement de sujet pour parler de Vanessa. Vanessa, de son côté, menait une vie de médiocrité bruyante et agressive déguisée en luxe. Elle travaillait comme directrice régionale pour une chaîne de vente au détail de second ordre, un poste qu'elle avait obtenu principalement en intimidant les gens lors des entretiens et en s'attribuant le mérite du travail de ses subordonnés. Elle conduisait une voiture de luxe en leasing qu'elle pouvait à peine se permettre. Elle portait des vêtements de marque achetés avec des cartes de crédit utilisées jusqu'à leur plafond. Elle projetait l'image d'une dirigeante puissante et riche, et Richard et Margaret croyaient à chaque mensonge. Ils la paradaient lors des réunions de famille, se vantant de sa fausse richesse, de son esprit d'entreprise prétendument brillant et de son style de vie glamour. Ma meilleure amie, Béatrice, voyait clair dans leur jeu. Béatrice était une femme vive et farouchement loyale qui travaillait dans le marketing. Nous nous asseyions à notre café local préféré, et elle m'écoutait me plaindre de la dernière obsession de ma famille pour Vanessa. Béatrice remuait son café noir, me regardait droit dans les yeux, et disait exactement ce que j'avais trop peur d'admettre. Elle me disait qu'il m'utilisait. Elle me disait que je les laissais me marcher dessus parce que j'étais toujours cette fille de 14 ans qui attendait sous la pluie avec un trophée. Je les défendais toujours. Je disais que c'était juste leur façon d'être, qu'ils étaient ma famille, et que la famille exige de la patience. J'étais piégé dans un état d'espoir obstiné. Je croyais honnêtement que si je prouvais ma loyauté, si je leur montrais à quel point j'étais fiable, ils sortiraient de leur illusion. Béatrice secouait simplement la tête et m'avertissait que je me préparais à un chagrin d'amour qui me briserait complètement. J'ai ignoré ces avertissements, convaincu que je pouvais gérer la situation. Je ne réalisais pas que mon besoin désespéré de leur validation m'entraînait dans un trou noir financier et émotionnel qui tournait autour d'un magasin de vêtements en faillite à Chicago. L'encre qui a entraîné mes parents vers le fond, et par extension m'a entraîné avec eux, était leur magasin de vêtements. Ils l'avaient ouvert dans le centre-ville de Chicago en 1988. Pendant longtemps, ce fut une entreprise respectable et modestement prospère. C'était leur fierté et leur joie absolue. Mais au fil des décennies, le monde a changé et Richard et Margaret ont véhémentement refusé de changer avec lui. Quand j'ai atteint la fin de la vingtaine, le magasin était une capsule temporelle suffocante. Il sentait légèrement le moisi et le vieux carton. Les portants de vêtements étaient bondés de styles démodés que personne ne voulait acheter. Ils n'avaient aucune présence en ligne, aucune stratégie de marketing et aucune compréhension des habitudes des consommateurs modernes. Ils utilisaient encore de lourds registres en papier pour suivre leurs ventes, griffonnant des chiffres au crayon comme si nous étions au XIXe siècle. L'entreprise mourait d'une mort lente et douloureuse, étouffée par leur propre entêtement et leur mauvaise gestion massive. Les mauvaises décisions se sont accumulées. Les avis de retard de paiement des fournisseurs sont devenus un événement hebdomadaire. Les échéances fiscales étaient manquées. Poussés par un sentiment de pitié profondément ancré et ce désir maudit d'être utile,
j'ai commencé à intervenir. Je ne pouvais pas supporter de les voir perdre la seule chose qu'ils avaient construite. Je pensais que si je pouvais utiliser mon expertise professionnelle pour sauver leur gagne-pain, ils me respecteraient enfin. J'ai commencé à visiter le magasin le week-end, ramenant leurs boîtes de reçus poussiéreuses et désorganisées à mon appartement. Je passais mes vendredis soirs assise sur le sol de mon salon, entouré de piles de factures froissées, essayant de donner un sens au chaos absolu qu'ils appelaient comptabilité. Je démêlais des années de négligence financière, faisant le travail d'un auditeur d'entreprise très bien payé, entièrement gratuitement. J'étais leur filet de sécurité invisible, les rattrapant chaque fois qu'ils marchaient aveuglément au bord d'une falaise. Le travail gratuit était épuisant, mais le fardeau financier était ce qui manquerait vraiment à leur navire en perdition. Alors que les revenus du magasin continuaient de chuter, leur capacité à payer les factures de base s'est évaporée. Ils étaient constamment sur le point de se faire couper l'électricité ou de voir leurs fournisseurs en gros fermer leurs comptes. Alors, j'ai ouvert mon portefeuille. J'ai mis en place un virement automatique de mon compte d'épargne personnel directement vers le compte professionnel du magasin. Chaque premier du mois, je leur envoyais 5 cents. 5 cents par mois. 6 000 $ par an, année après année. Ce n'était pas de l'argent de poche pour moi. C'était de l'argent que j'avais gagné en travaillant d'arrache-pied 60 heures par semaine. C'était de l'argent que j'aurais dû mettre dans ma retraite ou économiser pour un acompte sur une maison. Je me souviens d'un mois particulier à la fin de l'automne. J'avais prévu un voyage à Miami avec Béatrice depuis un an, désespéré de faire une pause loin des vents glaciales de Chicago. Mais 3 jours avant de réserver les vols, mon père m'a appelé en panique. Ils avaient fait un chèque sans provision énorme à leur principal fournisseur de tissus, et s'ils ne le couvraient pas immédiatement, le fournisseur allait les poursuivre en justice. J'ai annulé le voyage à Miami. Quelques mois plus tard, j'ai reporté un traitement de canal nécessaire pendant 6 mois, vivant sous analgésique juste pour pouvoir couvrir leurs factures d'impôts fonciers d'urgence. C'est à cette époque que j'ai rencontré Julien. Julien était un ingénieur en structure, un homme calme et profondément observateur qui a apporté un sentiment de paix dans ma vie chaotique. Alors que nous nous rapprochions, il a commencé à remarquer les cernes sous mes yeux. Il a remarqué comment je me tendais chaque fois que mon téléphone sonnait avec le numéro de mes parents. Un soir, alors que j'étais penché sur mon ordinateur portable à 2 heures du matin, en train de rapprocher les relevés bancaires de mes parents, Julien a doucement fermé l'écran. Il m'a regardé avec une réelle préoccupation et a souligné la brutale injustice de tout cela. Il m'a demandé pourquoi je me mettais le feu pour garder au chaud des gens qui ne m'offriraient même pas une couverture. J'ai pleuré cette nuit-là, sur la défensive et épuisé. Je lui ai dit que c'était mon devoir. C'était la famille. Je ne pouvais pas les laisser faire faillite. Mais Julien a planté une graine de prise de conscience dans mon esprit. Je portais une lourde laisse, et c'est moi qui en tenais le bout, la leur tendant constamment. Le point de rupture de ma patience n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce fut une érosion lente et angoissante causée par le crédit volé. Après près d'1 an à analyser leur modèle économique désastreux, j'ai réalisé qu'ils perdaient de l'argent à cause des stocks morts. Ils commandaient des stocks dont ils n'avaient pas besoin et payaient des frais de stockage exorbitants. J'ai passé plus de 200 heures de mon temps personnel à concevoir un tableur d'inventaire automatisé hautement personnalisé. C'était un système infaillible. Il suivait les tendances des ventes, signalait les articles à rotation lente et générait des alertes de réapprovisionnement précises. Je les ai pratiquement forcés à le mettre en œuvre. Lentement, péniblement, cela a fonctionné. Au cours des 2 trimestres suivants, le magasin a cessé de perdre de l'argent. Ils ont économisé près de 10 000 $ simplement en n'achetant pas de stocks inutiles. J'ai ressenti une bouffée de fierté. J'ai pensé, enfin, ça y est. C'est le moment où ils me regardent et reconnaissent ma valeur. Je suis allé chez eux pour le dîner du dimanche, m'attendant pleinement à un merci, ou peut-être même à une maigre reconnaissance des centaines d'heures que j'avais sacrifiées. Au lieu de cela, je me suis assise à la table et j'ai écouté Richard et Margaret s'extasier sans fin sur Vanessa. La légère augmentation des marges bénéficiaires du magasin n'était pas attribuée à mon tableur. Elle était attribuée à une enseigne au néon clignotante et bon marché que Vanessa avait achetée en ligne et leur avait dit d'accrocher à la vitrine. Ma mère a applaudi, regardant ma sœur avec adoration. Le génie marketing de Vanessa nous a vraiment sauvés cette année, rayonnait Margaret. Richard a hoché la tête agressivement, servant un autre verre de vin à Vanessa. Elle a juste un instinct naturel pour les affaires,
a-t-il déclaré. Je suis restée assise là, ma fourchette suspendue en l'air, sentant l'air quitter mes poumons. J'ai essayé de parler. J'ai mentionné doucement la réduction des coûts d'inventaire, essayant d'expliquer les calculs derrière le tableur. Margaret m'a immédiatement coupé d'un geste de la main. Oh, Clara, s'il te plaît, ne parlons pas de mathématiques ennuyeuses à table. Parlons plutôt de la vision de Vanessa pour les vitrines. Vanessa m'a regardé de l'autre côté de la table, et un sourire lent et apitoyé s'est étendu sur son visage. C'était le sourire d'un prédateur qui savait qu'elle avait gagné sans même se battre. Le ressentiment en moi a bouilli, épais et toxique. J'ai réalisé alors que je pouvais leur offrir la lune sur un plateau d'argent et qu'ils remercieraient Vanessa pour le clair de lune. La mèche était allumée et l'explosion n'était qu'une question de temps. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, veuillez prendre une petite seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à toucher plus de monde, et j'apprécie sincèrement votre soutien. L'illusion de notre famille heureuse s'est finalement brisée un samedi soir humide dans le centre-ville de Chicago. C'était le 36e anniversaire de mariage de Richard et Margaret. Pour célébrer, ils avaient réservé une longue table privée dans un restaurant italien animé et lourdement doré. Le genre d'endroit avec des lustres en cristal, des serveurs en veste blanche impeccable, et l'odeur envahissante de l'ail rôti et du vin rouge cher. Toute la famille élargie était là. Tante, oncle, cousins qui étaient venus d'autres États. C'était censé être une célébration marquante du mariage durable de mes parents. Mais comme toutes les autres réunions de famille, cela s'est rapidement transformé en le spectacle de Vanessa. J'étais assise près du bout de la longue table, un placement stratégique qui me rendait essentiellement spectatrice plutôt que participante. Vanessa, naturellement, était assise en plein centre, flanquée de mes parents rayonnants. Elle portait une superbe robe en soie, manifestement chère, que je soupçonnais avoir été achetée avec une de ses cartes de crédit au plafond, tandis que je portais un simple tailleur bleu marine tout droit sorti de mon bureau. Le tintement des verres à vin et le brouhaha des conversations remplissaient l'air, mais les projecteurs étaient aveuglément braqués sur ma sœur. Je suis restée assise là, picorant mes pattes hors de prix, écoutant mes parents la couvrir de louanges imméritées. Une tante s'est penchée en avant, les yeux écarquillés d'admiration, interrogeant Vanessa sur sa prétendue promotion de directrice régionale. Vanessa a hoché la tête, un sourire poli et étudié sur le visage, se prélassant complètement dans l'adoration. Elle a raconté des histoires sur ses campagnes de marketing innovantes, son charme avec les clients difficiles et ses grands projets pour éventuellement ouvrir sa propre boutique. Elle parlait avec la confiance imméritée de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à une vraie conséquence dans sa vie. La voix de ma mère a percé le bruit, forte et fière. Elle s'est vantée à toute la table que Vanessa avait toujours possédé un don naturel et agressif pour les affaires. Mon père a hoché la tête, bombant le torse comme si le succès fabriqué de Vanessa était sa plus grande réussite personnelle. Cela a duré près d'une heure. Personne n'a mentionné ma carrière. Personne n'a demandé si je travaillais toujours 60 heures par semaine à gérer des portefeuilles d'entreprise. Pas une seule personne n'a reconnu le fil financier invisible que je tissais chaque mois pour empêcher mes parents de perdre leur maison. J'étais juste Clara, la fille silencieuse au bout de la table qui passait occasionnellement la corbeille à pain. Je me sentais complètement vide, entouré de mes propres parents de sang, mais me sentant plus isolé que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Malgré le poids écrasant de leur indifférence, la partie de moi, têtue et profondément traumatisée, pensait encore que je pouvais mériter ma place à cette table. J'avais apporté quelque chose avec moi ce soir-là. Plié soigneusement dans mon sac à main se trouvait un résumé imprimé d'un plan de restructuration financière massif sur lequel j'avais passé les 3 dernières semaines à m'acharner. C'était une approche rationalisée pour renégocier leurs contrats avec les fournisseurs, éliminer leur stock mort et faire économiser des milliers de dollars par an à leurs magasins de vêtements en faillite. C'était une bouée de sauvetage. Je pensais que si je le présentais ce soir devant la famille, ils verraient enfin ma valeur. Ils réaliseraient enfin que c'était moi qui tenais les poutres structurelles de leur vie. J'ai attendu une accalmie dans la conversation. Mon cœur battait agressivement contre mes côtes. Je me suis éclairci la gorge, forçant ma voix à rester stable et professionnelle. Je me suis penché en avant et j'ai regardé directement mon père. Je lui ai dit que j'avais examiné les chiffres du magasin pour le dernier trimestre. J'ai expliqué dans les termes les plus simples possibles qu'il perdait de l'argent à cause d'un surstockage important et que s'il me laissait ajuster le système d'inventaire automatisé et couper les liens avec 2 fournisseurs spécifiques trop chers,
Ils pourraient sauver leur marge bénéficiaire. Toute la table s'est tue, mais ce n'était pas le silence respectueux et attentif que j'avais désespérément espéré. C'était un silence gênant et lourd, comme si je venais de commettre une énorme gaffe sociale. Vanessa a lentement tourné la tête vers moi. Elle a haussé un sourcil parfaitement dessiné, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois et condescendant. Ajustement d'inventaire, a-t-elle répété, sa voix dégoulinant de poison absolu. C'est mignon, Clara. Pourquoi ne t'en tiens-tu pas à tes petits tableurs et ne laisses-tu pas les vraies décisions commerciales aux gens qui ont réellement une vision? Quelques-uns de mes jeunes cousins ont même ricané. Le son m'a frappé comme une gifle physique en plein visage. Mon estomac s'est noué en nœuds serrés et angoissants. Avant même que je puisse défendre mon travail, ma mère est intervenue, son ton sec et dédaigneux. Elle a agité la main vers moi comme pour chasser une mouche agaçante. Ma chérie, s'il te plaît, a dit Margaret en levant les yeux au ciel. N'ennuyons pas tout le monde à en mourir avec des chiffres et des maths le soir de notre anniversaire. Vanessa prévoit déjà une énorme vente de liquidation estivale pour attirer les clients. J'ai regardé mon père, silencieusement, le suppliant d'intervenir, de reconnaître les nuits blanches que j'avais passées à le sauver du fisc. Richard ne m'a même pas regardé. Il a simplement siroté son vin rouge, a marmonné que Vanessa savait ce qu'elle faisait, et m'a tourné le dos. Mes semaines de travail acharné et non rémunéré ont été balayées en moins de 30 secondes, traitées comme le babillage agaçant d'un enfant. J'ai senti la chaleur monter violemment à mon visage. Mes mains ont saisi la serviette en lin sous la table si fort que mes jointures sont devenues complètement blanches. J'ai essayé d'avaler l'énorme boule dans ma gorge, me disant de survivre au dessert et de rentrer chez moi. Je me suis dit de simplement préserver la paix, mais l'univers, semblait-il, avait décidé que ce soir serait la nuit où mes illusions mourraient enfin. Les serveurs ont apporté un énorme gâteau d'anniversaire lourdement glacé. Du champagne a été servi. Mon père s'est levé au bout de la table, tapotant sa fourchette en argent contre son verre en cristal. La salle s'est immédiatement tue. Richard a regardé autour de la table, un sourire chaleureux et nostalgique sur le visage. Il a parlé de 36 ans de mariage. Il a parlé des difficultés de construire une famille et une entreprise. Et puis ses yeux m'ont balayé, ignorant complètement mon existence, et se sont posés affectueusement sur Vanessa. Il a levé son verre plus haut. Sa voix était forte, claire et incroyablement délibérée. Il a dit, et à notre belle-fille, honnêtement, ta sœur est la seule véritable fierté de cette famille. Les mots ont frappé ma poitrine comme une boule de démolition se balançant violemment. Ils ont aspiré chaque once d'oxygène de la salle à manger privée. Les fourchettes ont cessé de tinter contre les assiettes en porcelaine. Une de mes tantes a audiblement haleté, soudainement consciente de la cruauté horrible de la déclaration. Mais Vanessa n'a pas bronché. Elle a simplement souri, un sourire terrible et triomphant, ses yeux se fixant sur les miens de l'autre côté de la table, me défiant silencieusement de réagir, me défiant de faire une crise de colère. Margaret a juste souri calmement, sirotant son champagne comme si son mari venait d'annoncer la météo. Le silence s'est étiré, épais et suffocant. Chaque père Dieu s'est lentement tourné vers moi, attendant les larmes, attendant l'inévitable effondrement émotionnel de la seconde enfant oubliée. Mais je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Le lien traumatique qui m'avait enchaîné à eux pendant 35 ans s'est simplement rompu. Il ne s'est pas brisé avec une forte explosion. Il s'est dissous dans une clarté froide et absolue. J'ai réalisé à cette seconde exacte que je pleurais la perte d'une famille que je n'avais jamais vraiment eue. J'ai repoussé ma lourde chaise en chêne. Le grattement du bois contre le sol carrelé a résonné fort dans la pièce silencieuse. Je me suis levé, ma posture parfaitement droite, mon visage complètement dépourvu de toute émotion. Profitez de votre soirée, ai-je dit. Ma voix était basse, terriblement calme et entièrement stable. J'ai attrapé mon sac à main sur le dossier de la chaise. J'ai tourné le dos aux gens qui partageaient mon sang et je suis sorti. Mes talons claquaient rythmiquement contre le parquet. Un battement régulier et puissant qui m'a porté hors du restaurant et dans la nuit fraîche et sombre de Chicago. À chaque pas, un poids massif et suffocant se levait de mes épaules. Je ne sortais pas seulement d'un restaurant. Je sortais de mon rôle de victime. L'air à l'extérieur du restaurant était vif, portant la faible odeur des gaz d'échappement de la ville et de la pluie, mais pour moi, il avait le goût de la liberté absolue. J'ai hélé un taxi et je suis retourné à mon appartement dans un état de profond silence. Mes mains ne tremblaient pas.
Je ne pleurais pas. La rage écrasante qui avait initialement jailli dans ma poitrine s'était transformée en une résolution profonde et glaciale. Pendant des décennies, j'avais laissé ma valeur personnelle être dictée par des gens qui me considéraient entièrement comme un service public gratuit. J'avais déversé mon argent, ma santé mentale et mes compétences professionnelles dans un trou noir d'ingratitude. Quand j'ai déverrouillé la porte de mon appartement, l'obscurité silencieuse de mon salon m'a semblé être un sanctuaire. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis allé directement au comptoir de ma cuisine, j'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et j'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. Elle se composait de moi, Richard, Margaret et Vanessa. Mes doigts ont bougé rapidement sur l'écran lumineux. Je n'ai pas écrit un long essai émouvant. Je n'ai pas exigé d'excuses car je savais que je n'en recevrais jamais de sincères. J'ai tapé, j'ai complètement terminé de gérer les finances du magasin. Les virements automatiques de 5 cents par mois sont officiellement annulés à partir de ce soir. Je ne fournirai plus de conseils fiscaux gratuits, de négociations avec les fournisseurs ou de renflouement d'urgence. Vous avez rendu parfaitement clair qui vous appréciez. Bonne chance. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, sans attendre même une fraction de seconde pour voir les petites bulles indiquant que quelqu'un était en train de taper une réponse, je suis allé dans mes paramètres et j'ai mis le téléphone en mode avion. J'ai coupé la connexion instantanément. Je suis allé dans ma chambre, j'ai enlevé mon tailleur et j'ai mis mon pyjama le plus confortable. Pour la première fois en plus de 10 ans, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller en sueur froide, m'inquiétant de la faillite imminente de mes parents. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant plus légère, comme si une encre physique littérale avait été décrochée de ma taille. Le mur numérique que j'avais construit était mon premier véritable acte d'autopréservation. J'ai gardé mon téléphone déconnecté du réseau cellulaire pendant 2 jours complets. J'ai passé le week-end avec Julien, à me promener dans les parcs de la ville, à boire du café horrible de restaurant et à respirer la réalité de ma nouvelle vie. Julien a immédiatement remarqué le changement dans mon attitude. Je lui ai dit exactement ce que Richard avait dit pendant le toast, et la colère calme et constante de Julien en mon nom n'a fait que valider ma décision. Lundi soir, j'ai décidé qu'il était temps de vérifier les retombées. Je me suis assise sur mon canapé avec Julien à mes côtés et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à ma messagerie électronique et une véritable avalanche de panique débridée s'est déversée sur l'écran. Il y avait des dizaines de messages vocaux transférés dans ma boîte de réception. Le ton de mon père était rapidement passé de son mépris arrogant habituel à un état de confusion agressive absolue. Il exigeait que je l'appelle immédiatement, invoquant la loyauté et l'obligation familiale. Les courriels de Margaret étaient de longs essais décousus et manipulateurs sur le fait que je brisais son cœur et que j'abandonnais l'héritage familial pour un simple malentendu. Mais c'est la réaction de Vanessa qui a vraiment montré la profondeur de leur dysfonctionnement. Je me suis connecté à Facebook et mon estomac s'est noué de dégoût. Réalisant que le train de l'argent gratuit venait de s'arrêter brusquement, Vanessa était passée en mode de gestion de crise totale pour protéger sa fausse image. Elle avait publié une série de longs statuts publics visibles par toute notre famille élargie et nos amis communs. Elle ne m'a pas nommé directement, mais la cible était douloureusement évidente. Elle a écrit des paragraphes profondément dramatiques sur le fait que certaines personnes dans la famille étaient incroyablement jalouses, mentalement instables et essayaient de saboter son succès. Elle a peint un récit complètement fabriqué, prétendant que j'avais provoqué une scène énorme au dîner d'anniversaire parce que j'étais amer de ma propre carrière ratée et de mon manque de réalisation personnelle. La section des commentaires était inondée de tantes, d'oncles et de cousins qui gobaient chaque mensonge, lui envoyant leurs prières et leur soutien. Mon premier instinct, le vieil instinct de Clara, a été de paniquer et de me défendre publiquement. Je voulais crier la vérité dans le vide. Mais en lisant ces mensonges désespérés et pathétiques, j'ai senti la main de Julien se poser doucement sur la mienne. J'ai réalisé que répondre signifierait sauter directement dans leur arène toxique. Au lieu de cela, j'ai calmement pris des captures d'écran en haute résolution de chaque publication, de chaque commentaire et de chaque courriel manipulateur de mes parents. Je les ai méticuleusement sauvegardés dans un dossier sécurisé. Je n'allais pas me battre avec eux sur les réseaux sociaux. J'allais porter la vérité à la seule personne de la famille qui détenait un pouvoir réel. Le vendredi suivant, j'ai fait une petite valise, je suis allé à l'aéroport international OR et j'ai pris un vol de 2h30 pour Tampa, en Floride. Je n'avais dit à personne que je venais, mais je savais exactement où aller. La décision de rendre visite à mon grand-père, Harrison, était entièrement calculée. Harrison était le père de mon père,
le patriarche de la famille. C'était un homme sévère et incroyablement juste qui avait bâti une petite fortune grâce à des décennies de travail acharné dans l'immobilier en Floride. Il possédait des propriétés importantes, plusieurs maisons de location et de vastes terrains. Sa richesse était le filet de sécurité tacite que Richard, Margaret et surtout Vanessa attendaient désespérément d'hériter. J'ai loué une voiture à l'aéroport et j'ai conduit le long de la route côtière jusqu'à sa tranquille maison en bord de mer. La lourde humidité de la Floride m'a enveloppé alors que je sortais de la voiture. Harrison était assis sur son porche dans un fauteuil à bascule, un verre de thé glacé à la main. Quand il m'a vu remonter l'allée, son visage buriné et ridé s'est illuminé d'un sourire sincère. Mais en m'approchant, ses yeux perçants ont remarqué l'épuisement absolu et la résolution dans ma posture. Il n'a pas offert de politesse vide. Il a juste ouvert la moustiquaire et m'a dit de m'asseoir et de tout lui raconter. Nous nous sommes assis dans son modeste salon avec un vieux ventilateur de plafond qui bourdonnait au-dessus de nous. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas exagéré. J'ai exposé les faits absolus et indéniables. Je lui ai parlé du dîner du 36e anniversaire. J'ai cité le toast de Richard exactement comme il a été prononcé. Ta sœur est la seule véritable fierté de cette famille. J'ai vu la mâchoire d'Harrison se contracter violemment. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne lui ai pas seulement parlé de l'abus financier. Je l'ai prouvé. Je lui ai montré les relevés bancaires mettant en évidence les $500 transférés de mon épargne chaque mois pendant des années. Je lui ai montré les tableurs comptables complexes et non rémunérés que j'avais créés pour empêcher son fils d'aller en prison fédérale pour évasion fiscale. Enfin, j'ai ouvert le dossier des captures d'écran et je l'ai laissé lire la vicieuse campagne de diffamation publique de Vanessa contre ma santé mentale et ma carrière. Harrison est resté assis en silence absolu pendant un long moment. Ses mains, rugueuses après des années de travail dans la construction avant son succès dans l'immobilier, se sont serrées en poing. C'était un homme qui valorisait le travail acharné, l'honnêteté et la véritable loyauté familiale par-dessus tout. Voir son propre fils exploité violemment et rejeter sa petite fille la plus capable le dégoûtait profondément. Harrison s'est levé, arpentant le tapis usé de son salon. Il m'a regardé, ses yeux brûlants d'une colère féroce et protectrice. Ce n'est pas une famille, a-t-il grogné, sa voix épaisse de trahison. C'est une infection parasitaire. Il s'est dirigé vers son ancien téléphone à cadran sur le mur de la cuisine et a composé un numéro de mémoire. Je suis resté complètement immobile en écoutant mon grand-père convoquer immédiatement son avocat spécialisé en succession à la maison. Sans mon filet de sécurité financier invisible et mon travail constant et non rémunéré pour maintenir leur vie à flot, le monde de mes parents ne s'est pas seulement effondré, il s'est absolument désintégré. Quelques mois plus tard, l'effet domino que j'avais prédit les a frappés avec la force d'un train de marchandises. Le magasin familial, le prétendu héritage qu'ils avaient privilégié au détriment de ma dignité humaine fondamentale, s'est rapidement effondré. Sans mes $500 arrivant le premier du mois, leur compte bancaire a été à découvert presque instantanément. Ils ont manqué paiement après paiement à leurs principaux fournisseurs en gros qui ont rapidement coupé leur ligne de crédit et refusé d'expédier de nouvelles marchandises. Mais le coup de grâce est venu du gouvernement fédéral. Sans que je passe mes week-ends à équilibrer méticuleusement leurs livres et à déposer leurs déclarations de revenus complexes, les erreurs chaotiques massives dans leurs registres les ont finalement rattrapés. Le fisc a lancé un audit complet et impitoyable. Les pénalités pour leurs années de comptabilité bâclées étaient stupéfiantes. Ils ont été frappés d'amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'ils n'avaient absolument aucun moyen de payer. Richard a désespérément essayé d'utiliser son charme arrogant pour négocier avec les agents du fisc. Mais le fisc ne se soucie pas de votre ego. La banque est intervenue, a saisi la propriété commerciale, et le magasin familial a été définitivement barricadé. La vie entièrement fabriquée de Vanessa s'est effondrée en même temps. Elle avait passé des années à se présenter comme un génie de la vente au détail auprès des investisseurs, espérant lancer sa propre boutique en utilisant le magasin de ses parents comme référence élogieuse. Mais avec l'entreprise familiale publiquement en faillite et fermée, sa crédibilité a disparu du jour au lendemain. Les investisseurs se sont retirés immédiatement, refusant de toucher une famille avec une réputation financière aussi désastreuse. Pire encore, parce que mes parents ne pouvaient plus lui verser secrètement de l'argent pour rembourser ses dettes massives de cartes de crédit, Vanessa a commencé à faire défaut sur ses prêts. Sa voiture de luxe en leasing a été saisie au milieu de la nuit dans son complexe d'appartements. La façade de la riche et puissante directrice régionale a été complètement anéantie,
exposant la réalité profondément insécure et en faillite qui se cachait en dessous. L'effondrement n'était pas purement financier. L'humiliation sociale était incroyablement sévère. Vanessa avait passé des semaines à redoubler ses mensonges sur Facebook, essayant de rejeter la faute de l'échec du magasin sur une mauvaise économie et ma prétendue trahison. Mais la vérité, comme toujours, a fini par refaire surface. Une de mes jeunes cousines, une femme brillante qui n'avait jamais vraiment cru au personnage de garce de Vanessa, m'avait contacté en privé des mois auparavant pour prendre des nouvelles de ma santé mentale. Je lui avais discrètement envoyé les captures d'écran de mes virements bancaires pour prouver que j'étais parfaitement saine d'esprit, juste complètement épuisée. Alors que les attaques en ligne de Vanessa devenaient de plus en plus désespérées et débridées, ma cousine a perdu patience. Elle a publié les captures d'écran des virements, preuve des $500 que j'avais envoyés mensuellement pendant des années, directement dans la section des commentaires de la publication publique la plus dramatique de Vanessa. Elle a ajouté une simple légende, Clara a littéralement payé pour le toit au-dessus de vos têtes. Arrête de mentir. La discussion de groupe de la famille, que j'avais définitivement quittée, a apparemment explosé. Les tantes, oncles et cousins qui avaient loué Vanessa et m'avaient ignoré au dîner d'anniversaire ont soudainement vu la réalité laide et indéniable. Ils ont réalisé que la fille invisible qu'ils avaient rejetée était la seule raison pour laquelle la famille n'avait pas fait faillite une décennie plus tôt. Les parents ont rapidement cessé de suivre Vanessa. Les amis de la famille ont cessé d'inviter Richard et Margaret aux rassemblements sociaux, complètement embarrassés par l'ampleur de leur tromperie et de leur exploitation. Le dernier clou dans le cercueil est arrivé par courrier recommandé de Floride. L'avocat d'Harrison avait rédigé et finalisé un tout nouveau testament. Mon grand-père n'a pas appelé son fils pour se disputer. Il a simplement envoyé à Richard une lettre notariée et juridiquement contraignante. La lettre stipulait en termes juridiques froids et indéniables que Richard, Margaret et Vanessa étaient définitivement et irrévocablement complètement déshérités. Les terres, les propriétés locatives et la grande majorité de la succession devaient m'être entièrement léguées, le pourcentage restant étant donné à une œuvre de charité locale pour enfants. Ils étaient explicitement exclus, légalement interdits de jamais contester le document. La perte du magasin, l'humiliation publique et la destruction absolue de leur héritage attendu ont englouti mes parents. Parce qu'ils avaient contracté une deuxième hypothèque massive sur leur maison pour maintenir le magasin en faillite à flot, s'attendant pleinement à ce que je continue de les renflouer, ils ne pouvaient pas effectuer les paiements. La banque a saisi leur modeste maison de banlieue à 3 chambres. Ils ont été forcés de déménager leurs affaires dans un petit appartement exigu de 2 chambres dans un quartier plus difficile de la ville. J'ai entendu parler de leur situation de vie par des bruits de couloir, mais je n'ai jamais pris contact. J'ai reçu plusieurs messages vocaux pathétiques et désespérés de Margaret pleurant au téléphone, me suppliant de leur virer un peu d'argent pour les aider à payer leurs factures d'électricité en retard. Je les ai écoutés avec un silence froid et détaché, puis j'ai appuyé sur supprimer. Ils avaient rendu leur choix parfaitement clair lorsqu'ils se sont tenus dans ce restaurant et ont déclaré que Vanessa était leur seule véritable fierté. Je ne faisais qu'honorer leurs souhaits en agissant plus comme leur fille. Pendant que leur vie se transformait en un cauchemar de leur propre fabrication, la mienne s'épanouissait d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Débarrassé du fardeau émotionnel et financier massif de ma famille toxique, j'ai investi chaque once de mon énergie nouvellement retrouvée dans ma vraie vie. J'ai conclu un contrat de restructuration d'entreprise de plusieurs millions de dollars pour une start-up technologique ici à Chicago. Ma patronne m'a appelé dans son bureau, m'a tendu un verre de scotch cher et m'a officiellement promu au poste de directrice principale des finances. L'énorme augmentation qui accompagnait le nouveau titre était incroyable, mais la validation de mon travail acharné étant véritablement reconnue valait plus que de l'or. J'ai cessé de chercher la validation auprès de puits vides. Mon appartement n'est plus un bunker de stress où je fais de la comptabilité gratuite à 2 heures du matin. C'est un foyer chaleureux et paisible. Je passe mes week-ends à organiser des dîners avec Béatrice, à rire jusqu'à en avoir mal aux côtes, et à faire de longues promenades tranquilles au bord du lac avec Julien. Julien me regarde comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Et pour la première fois en 35 ans de vie, je crois vraiment que je mérite d'être vu. J'ai survécu aux ombres. J'ai brisé la laisse. Et j'ai construit une vie magnifique entièrement selon mes propres termes. Ils m'ont contacté récemment, vivant dans un appartement exigu, me suppliant de simplement payer leurs factures d'électricité. Alors, dites-moi, ai-je tort de garder mes distances ? Devrais-je jamais accepter leurs excuses, ou ai-je fait ce qu'il fallait en partant complètement ? Faites-moi part de votre verdict dans les commentaires ci-dessous.